Bonjour tout le monde et bonjour à Jean-Marc Ligny que nous avons le plaisir d'accueillir. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bon, on a la chance de se connaître un petit peu Jean-Marc et moi, donc ça va faciliter certains échanges. Jean-Marc Ligny, donc écrivain de science-fiction, mais pas seulement, écrivain je dirais au sens général, et également quelqu'un qui a été impliqué, et je dirais même quelquefois activiste, sur des aspects écologiques, et c'est des choses dont il va nous parler. Mais pour retracer un petit peu sa carrière, ce que je lui disais juste avant qu'on commence, c'est que c'est quelqu'un qui a débarqué effectivement dans une anthologie qui s'appelait Futur au présent, qui a été faite par Philippe Curval. Et d'entrée, c'est quelqu'un qui s'est manifesté avec ce qu'on appelle une écriture musicale. C'était quelqu'un qui avait du rock, qui avait du rock prog, qui avait de la vraie musique derrière. Et je lui disais que dans ses textes, quand je les lis, moi j'entends la basse et je le sais musicien. Et justement, ce travail-là, qui a culminé d'ailleurs dans un bouquin qui est un chef-d'œuvre, qui s'appelle La mort peut danser, qui est un livre qui est inspiré par un groupe bien connu qui s'appelle Dead Can Dance. Et toi, tu as toujours lié cette musique et ton écriture d'une certaine façon. Bah oui, oui, oui. En fait, j'écris très souvent en musique. Je choisis les musiques que je vais écouter pendant que j'écris, ce qui crée une ambiance, un fond sonore qui participe à l'écriture, hein. Et tu te dis, on entend la basse dans mon écriture, ça me flatte, j'en suis vraiment enchanté. Je pense qu'on entend peut-être la batterie aussi des fois à certains moments, quoi. Et effectivement, l'ambiance sonore, pour moi, d'abord me met dans ma bulle d'écriture et puis créer un background que je vais traduire d'une façon inconsciente parce que tu me dis on entend la basse. Moi, je ne me dis pas à tel moment, tiens, je vais écrire une ligne de basse là qui va bien pulser. J'en ai aucune conscience, hein. Donc, j'écris comme les choses me viennent. Et puis, peut-être ça vient du fait que j'ai voulu être musicien à une époque, que j'ai écrit des chansons avant même de commencer la science-fiction, quoi. Donc, peut-être ça a influencé aussi mon écriture par la suite. C'est fort possible. Tu sais que je me rends compte que le nombre d'écrivains de SF ou d'imaginaire au sens large qui sont également musiciens, on avait Pierre Bordage hier. Pierre Bordage, il joue du banjo, moi j'ai fait des chansons aussi de mon côté. Enfin, il y a des groupes, quand on se retrouve dans des festivals genre Épinal ou autres, il y a des groupes d'auteurs qui jouent ensemble. On est quand même extrêmement liés sur cet aspect-là. Peut-être que l'imaginaire est quelque chose qui a besoin de cette dimension musicale pour, je dirais, pour se développer, pour atteindre son ampleur. C'est fort possible. Bon, je connais quand même pas mal d'écrivains qui jouent de rien du tout, mais je dirais effectivement, pour moi, la musique étant une source d'ambiance, euh, c'est le background du film, quoi, aussi, hein. Quand on écrit une histoire, on se fait un film dans notre tête, hein, tu es bien d'accord? On voit le film se dérouler, et puis à un moment, il y a la musique qui arrive, et puis paf, la scène qui explose dans un crescendo de basse et de batterie et de cuivre, et puis voilà, l'action se déroule, quoi. Donc, euh, je pense que écriture et musique sont assez complémentaires dans le sens où, bon, bah, la musique qu'on écoute, globalement, nous tous maintenant, c'est quand même de la musique chantée, c'est quand même des chansons. Enfin bon, on peut être fan d'opéra, ben, même l'opéra, c'est aussi des paroles, il y a un livret, il y a une histoire. Donc, dans chaque musique, il y a une histoire aussi. Dans chaque chanson, on raconte une histoire en principe, même si elle est simpliste. Mais, euh, mais voilà, la musicalité d'un texte peut aller de pair avec la textualité d'une musique, quelque part. Enfin, le fait qu'une musique peut s'accorder à un texte. Et là, j'en suis ravi, tu vois, parce que par exemple, pour mes deux derniers romans, j'ai écouté un groupe tribal belge, je leur ai fait savoir, et ils sont ravis de m'avoir inspiré, et puis ils vont me citer, ils vont lire mes bouquins, ils vont me citer dans leur prochain album. Donc voilà, il y a une synergie, quoi, il y a une synergie. Je vois effectivement, j'ai l'impression qu'il y a plus d'écrivains
qui ont joué de la musique plus ou moins en dilettante ou plus ou moins sérieusement que faire de la peinture ou de la sculpture, par exemple, quoi. Ça me Encore paraît pas être le même domaine exactement, mais quoi, je sais pas. Encore que Pierre Pelot te dirait un peu l'inverse, parce que c'est un peintre, moi c'est un peintre étonnant. Et ce qui m'effare, c'est d'avoir découvert il y a très peu de temps, il y a peut-être un an ou deux, par l'intermédiaire de Facebook d'ailleurs, que Pierre Pelot était un peintre, mais vraiment passionnant, tout à fait remarquable. Et bon, je ne suis pas sûr qu'il soit musicien, par contre, peintre, ça je peux te garantir qu'il l'est. Tu vois, comme Bon, quoi, il y a André Von qui est aussi peintre et musicien, oui, c'est vrai. hein. Mais Après, tu as eu des contacts avec le groupe Dead Can Dance, je crois aussi à un moment donné, non? Tu avais dit discuté avec eux. bah, pas vraiment. Enfin, on s'est échangé un courrier, quoi, dont j'ai reproduit une partie d'ailleurs en Attends. exergue à La Mort peut danser. Parce que bah, à l'époque, c'était donc début des années 90, je n'avais pas Internet encore. Et donc, bah, les échanges se faisaient, voilà, je leur ai écrit par courrier via leur maison de disques. Et puis, c'est Lisa Gérard qui m'a très aimablement répondu. Après, je les ai appelés. Bon, on a discuté un peu. Et puis, voilà, quoi. Donc, ils étaient enchantés d'avoir inspiré un auteur. Et puis, bon, c'est une belle reconnaissance pour eux aussi, hein, quelque part. Enfin, ça fait plaisir, quoi, toujours. Ça fait plaisir. Moi, si C'est évident, hein. n'importe qui, que ce soit une star ou même un petit groupe obscur de garage, me dit oh là là, ton bouquin nous inspirait une chanson, je dirais super, envoyez-la moi, quoi. Mais alors justement, ce qui est fascinant dans ta carrière, c'est que tu commences effectivement par un certain nombre de livres, Temps blanc et autres, qui, je dirais, qui essayent de faire passer des émotions autant que des histoires. C'est-à-dire quelque chose, comme tu dis, tu essayes de transmettre une réalité émotionnelle, une réalité quelquefois sonore, une réalité de perception. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas trop quand, je ne saurais pas trop bien le définir, mais on a l'impression que tu prends conscience d'un ensemble de causes et que tu commences à te tourner vers je dirais pas du message, c'est pas le terme, mais à commencer à pointer du doigt des situations, l'écologie en particulier, qui te paraissent problématiques, sur lesquelles tu as envie d'écrire. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'émotion pure, on est je dirais, dans la réalité qui t'arrive dans la face, quoi. Et ça culmine un petit peu avec ce bouquin qui s'appelle Aqua TM, qui était paru chez La Talente, et qui a fait beaucoup parler de lui, et qui t'a valu, je dirais, un regard sur cet aspect-là, où d'un seul coup, tu es devenu quelqu'un qui prophétisait ou qui, tout au moins, alertait de la bonne façon. Je me suis moqué de toi un petit peu avant, mais tu étais Greta Thunberg quelques années. Bah, disons que comment ça s'est passé jusqu'à AquaTM, j'écrivais des romans de science-fiction sur des sujets qui m'inspiraient, qui m'intéressaient, ou qui étaient dans l'air du temps. Sans avoir l'idée de porter un message ou un avertissement, bien qu'il y ait toujours eu ça dans mes bouquins d'une certaine façon. Je pense même à Inner City ou à Djihad, par exemple. Euh, je prenais un problème qui m'intéressait, qui me préoccupait, et puis j'essayais de le développer dans ses conséquences futures, quoi. Et puis, à l'aube de l'année 2000, bah, le changement climatique m'est tombé sur la gueule, quoi. Et là, pour la première fois, je me suis rendu compte du rôle que je pouvais jouer en tant qu'auteur de science-fiction, qui n'était pas seulement un rôle de divertissement, de faire passer du bon temps à une poignée de lecteurs avec une bonne histoire. Il fallait que je comprenne ce qui se passe et que je l'explique d'une certaine façon par le biais d'une histoire, quoi. Et puis c'est là que j'ai commencé à me renseigner puis à me rendre compte peu à peu que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on se trouvait face à un avenir certain. Jusqu'à présent, l'humanité naviguait à vue, bon, allait vers des avenirs qu'elle espérait radieux, mais qui étaient toujours ternis par des guerres, des épidémies, des invasions de sauterelles, etc. Et là, tout d'un coup, bon, le changement climatique arrive et quoi qu'on fasse, de toute façon, il va se produire, il va changer notre monde radicalement. Donc, l'avenir qui nous attend, on sait qu'il va être douloureux, quoi.
pénible, voire catastrophique, quoi qu'on fasse, de toute façon. Sous quelle forme ça va prendre, ça reste à définir et c'est très fluctuant. Mais en tout cas, on sait que dans un proche avenir, il va falloir se battre pour s'en sortir, quoi. Et je me suis dit, bah, je ne peux pas faire l'impasse là-dessus, je peux plus écrire des histoires galactiques, je ne peux plus écrire des romans fantastiques et faire comme si de rien n'était. Je dois comprendre moi-même ce qui se passe et où on va, quoi. Et donc, c'est là que j'ai commencé par AquaTM, que je pensais être un one-shot au départ. Et puis après, bah, plus il m'arrivait d'informations sur le réchauffement climatique et l'extinction de la biodiversité et le possible effondrement de notre société, bah, plus j'avais envie de développer ces sujets et plus j'avais envie de me les représenter et donc de les représenter au lecteur. Et ce qui n'exclut pas l'émotion, les sentiments, les lignes de basse et les coups de batterie dans les histoires. Mais Mais la démarche, la volonté, l'envie, c'est plus la même. On sent qu'il y a un but différent, si je puis dire. il y a une espèce d'urgence, une espèce de volonté de mettre en scène et presque une mission, je dirais. Je pense que l'avenir qui nous attend là a besoin de récits. Toutes les cris d'alarme des scientifiques qui peuvent en pousser des milliers sur tous les supports de plus en plus alarmants, tant que ça reste des chiffres, des courbes, des statistiques, des graphiques, etc., ça ne parle pas aux gens. Et aux gens, ce qui leur parle, c'est soit l'expérience vécue, bon, bah, ils sont victimes d'un incendie, inondation et tout, là, ben, ils voient ce que c'est que les résultats, les conséquences, ou soit il leur faut des histoires. Il leur faut des histoires. Et je me rends compte que justement, les institutions, des organismes, des ONG, et puis tous les lecteurs lambda ont besoin d'une histoire du futur. Ils ont besoin de savoir vers quoi on va et comment on peut en sortir ou améliorer les choses aussi, quoi. Parce qu'on a aussi besoin d'histoires positives, ce que je vais peut-être m'évertuer à écrire maintenant d'ailleurs. Mais, voilà, on a besoin de mettre toute cette science en images et en récit. Et donc, tu considères maintenant que ton rôle, c'est d'illustrer, entre guillemets, ce que va donner l'univers qu'on se prépare, en fait. Et c'est intéressant parce qu'il y a un autre auteur que tu connais bien, et qui est un ami commun, qui s'appelle Ayerdal, qui a eu un petit peu la même démarche et qui m'expliquait que justement, à peu près à la même époque, au début des années 2000, il a réfléchi à changer même de style, passer au thriller, pour justement pointer les dérives d'une société qui voyait tourner de plus en plus mal. Et il disait qu'il a écrit aussi des choses qui étaient des livres de, comme tu dis, de science-fiction. Il a écrit, comment dirais-je, Demain une oasis, par exemple, qui était un livre qui parlait d'écologie, Excellent. mais qui était en quelque sorte une espèce d'histoire racontée, une mise en scène. Et là, il me disait, le travail de thriller, c'est un travail qui me permet d'être vraiment auprès des gens, auprès de la société. On n'est plus dans l'imaginaire, on n'est plus dans le fantasme, on n'est plus dans la science-fiction complètement dingue, on est vraiment, enfin, on touche les gens dans ce qu'ils ont de plus proche. On les touche dans leur peur, on les touche je sais pas, dans la manière dont la société autour d'eux risque de s'effondrer. Et il me disait, je considère maintenant que mon boulot, c'est d'avoir cet impact-là pour dire attention, telle tendance va conduire à des choses graves. Et c'est aussi ce que tu fais. Et c'est vrai qu'à un moment donné, tu as l'impression que l'imaginaire est un obstacle à cette faculté qu'on a de parler aux gens de choses qui les concernent directement, de choses vraies, en quelque sorte. Bon. Je ne pense pas. Ah, ça m'intéresse. Je pense pas. La démarche du thriller est très bien et moi j'adore en lire et puis apprendre des choses sur un type de société particulière ou des événements particuliers. J'en ai traduit d'ailleurs et puis j'aime bien. Mais pour moi, le thriller, c'est un peu comme le polar. Ça nous focalise sur un événement ou un milieu ou un domaine particulier dans lequel va se dérouler l'action du thriller. Et puis, bon, ça va t'ouvrir les yeux sur voilà, tel hobby ou tel dysfonctionnement ou tel tyran, en fait, etc. Ça va t'ouvrir les yeux sur un problème, même si le reste du monde est évoqué,
Mais souvent, un thriller n'a pas la vision globale que peut avoir un roman d'anticipation. Parce que le roman d'anticipation, tu te décales dans l'avenir déjà, donc tu es obligé d'avoir une vue globale du présent et d'imaginer euh, comment la société peut changer globalement, quoi, pas seulement dans un domaine précis. Euh, donc, et ça donne aussi un aperçu de éventuellement ce qu'on peut devenir. Hein. Quand tu lis, je sais pas, bon, j'ai pas de bouquin qui me vient à l'esprit là. Et tiens, Ah bah si, tiens, ne serait-ce qu'un des récents que j'ai lu, La Ferrailleur des mers de Bassile Galoupi, ouais. euh, eh ben, ça m'a ouvert un aperçu sur quelque chose que j'avais pas imaginé, qui était la récup, le ferraillage, la récup, à l'avenir, quoi, tous ces cargos qui vont être démantelés et l'objet de trafic que ça peut faire. Bon, c'est en plus un roman palpitant, je veux dire, c'est une vraie histoire, un vrai roman d'aventure, mais voilà, ça se situe dans un contexte. Enfin, bon, moi, je suis auteur de science-fiction. Hein. Ceci dit, bon, j'ai un projet de film qui serait plutôt un thriller, d'ailleurs, enfin, avec un cinéaste qui, lui, a le projet de film auquel je participerai. Euh, et euh, et j'aime bien. Mais pour moi, mon moyen d'expression va toujours être décalé de quelques années dans l'avenir euh, parce que c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est vraiment, ça me permet, moi, de mieux comprendre le monde présent que de prendre ce recul-là. C'est comme si je m'élevais un peu dans l'atmosphère et puis que j'ai plus une vision d'ensemble, quoi, tu vois. Heyerdahl disait que la science-fiction est la seule littérature, entre guillemets, sociétale, encore c'est la dernière qui reste, et pourtant, elle est en train de pénétrer un petit peu dans la littérature générale. On a quand même le dernier Goncourt, qui est un livre de science-fiction pur et dur, clairement. Et ce qui m'intéresse, moi, dans cette histoire, c'est que l'approche sociétale, ça commence petit à petit à percoler chez les gens, chez les jeunes en particulier, qui commencent à dire il ne faut pas voir le problème propre de la France ou de mon jardin, il faut voir la société dans son ensemble et la questionner. Et de ce côté-là, tu as fait œuvre de précurseur et tu as donc été lié aussi à des actions réelles, réalistes, parce que tes livres t'ont mis enfin, ont permis aux gens de se rendre compte que tu avais des choses à dire sur le sujet. Donc, tu as été invité à des congrès, je me rappelle à l'époque, tu es parti en Floride, puis tu as participé à des actions avec la Poste, avec d'autres. Ça donne quoi de basculer vers le terrain réel? C'est assez exaltant, en fait. C'est assez exaltant parce que euh, là, tu fais quasiment de la science-fiction appliquée, quoi. En fait, tu amènes les gens qui t'ont sollicité, donc qui sont en attente, qui sont en écoute, qui sont en demande, tu amènes les gens à réfléchir à leur propre avenir dans un contexte global, pas seulement leur avenir personnel ou l'avenir de leur entreprise, mais à leur propre avenir dans un contexte global. Par exemple, une de mes dernières interventions, ça a été un débat à Haute-Paris, donc l'organisme qui dessert, qui distribue toute l'eau dans Paris et qui s'intéressait justement au devenir de la distribution de l'eau dans Paris dans un contexte de canicules répétées, de sécheresse, de bas niveau de la Seine, etc., etc. Et, euh, et à l'issue du débat, j'ai refait une espèce de brainstorming express. Je leur ai dit, imaginez, voilà, Paris en 2050, il fait 50 degrés dans la capitale, voire 60, il n'y a plus d'eau. Comment vous, en tant qu'hôte de Paris, vous positionnez-vous? Comment vous vous débrouillez? Trouvez-moi une histoire là-dessus. Et en fait, bah, je suis revenu parce qu'en fait, d'histoire, il y en a une douzaine. Et, euh, et puis, on a fait une espèce d'atelier d'écriture quoi, où les cadres d'eau de Paris s'imaginaient dans un contexte de 2050, ce qu'ils n'avaient pas fait jusqu'à présent. Ils se rendent bien compte que, effectivement, que distribuer l'eau à Paris va s'avérer de plus en plus difficile, qu'il va y avoir de plus en plus d'épisodes de sécheresse et de canicule et tout. Mais ils voient ça sous forme de graphique, encore une fois.
il voit ça sous forme de courbe et tout ça, il ne voit pas ça. Il n'imagine pas, il ne le visualise pas. Et donc, de les amener à bâtir des histoires, à créer du récit, ça les met dans le contexte. Et j'ai eu sur ces 12 nouvelles, bon, il y en avait qui étaient vraiment pas terribles, il faut le dire. Tout le monde ne sait pas écrire hein, quand même. Mais il y en a une ou deux qui étaient vraiment réfléchies, fouillées, étonnantes de prospective, quoi. Oh. Tu sais que ce que Et tu décris, c'est quelque chose qui, dans les grandes entreprises, s'appelle les user stories, c'est-à-dire l'histoire utilisateur. C'est-à-dire que quelquefois, quand on te dit, OK, tu as un projet, maintenant, raconte-moi l'histoire utilisateur du point de vue de la personne qui va s'en servir. C'est-à-dire, mets en narration ce qui est, comme tu dis, des courbes et des graphiques. Et je me dis qu'il y a un rôle à jouer pour nous, les écrivains de SF, parce qu'après tout, c'est ce qu'on fait, c'est notre ADN. Et je me demande si par rapport à la société qui vient, quelqu'un comme toi ne peut pas jouer un rôle, justement, non pas en étant un gourou, ce qui n'est pas ton genre, je pense, mais en étant quelqu'un qui apprend à écrire l'histoire, à transformer la courbe en histoire, en fait. Et ça, c'est extrêmement salutaire. Tu n'as pas l'impression que tu peux jouer un rôle? bah, ouais, en fait, on me le demande aussi un peu. Là, récemment, j'ai été participer dans ce petit bouquin, là, Les armes de la transition. Euh, Montre-le bien devant la caméra, là, pour qu'on voit ça. Ouais. Waouh! voilà. Intelligence collective au service de l'écologie. D'accord. Voilà, et c'est en fait, c'est l'interview de 12 personnalités sur leur position par rapport au changement climatique, en quoi ça a impacté leur métier, qu'est-ce qu'ils font là-dessus, etc. Et c'est les 12 mêmes questions posées, euh, non, 9 questions, pardon, 9 questions posées aux 12 mêmes personnes. Et en fait, mon rôle, ce que je peux apporter moi, comme je le dis, c'est la construction de récits. Et il y a une forte demande du point de vue de tous les activistes, que ce soit au niveau de l'écologie, de la biodiversité, de l'effondrement, etc. Je le vois dans les bouquins de Cyril Dion et tout ça. La demande, c'est du récit, c'est du récit, c'est du récit. Ils veulent des histoires, quoi. Il faut des histoires, il faut mettre en scène, il faut euh, œuvrer pour cette autre fin du monde possible, quoi, tu vois, que ce soit pas juste un effondrement aux mains mal géré par les multinationales et les gouvernements à leur botte, quoi, qui sont apparemment pas trop capables de faire grand-chose. Quand on voit ce que le gouvernement a fait de la Convention climat, la Convention citoyenne, là, qui était une belle idée, c'était une belle initiative. Justement, ça commençait à être de l'application de récits, ça, justement. Et puis, bon, bah voilà. Donc, il ne faut pas compter sur les gouvernements, il ne faut pas compter sur les GAFA, il faut compter sur nous-mêmes. Et pour que les gens puissent bouger, puissent se représenter leur avenir, bah, il faut leur raconter, quoi. Il faut leur dire, voilà, bon, ça peut être l'horrible catastrophe comme j'ai raconté dans Exode, mais il peut aussi sortir quelque chose peut-être de plus positif de ce changement-là, de société qui est inéluctable, hein, je le répète. Forcément, il est en train de se produire d'ailleurs. Moi, je ne le dirais pas trop effondrement, mais plutôt grosse transformation, quoi, qui va s'opérer dans la douleur de toute façon pour une bonne partie de l'humanité, mais qui peut déboucher sur quelque chose de positif. Et ce quelque chose de positif, les gens n'en ont pas encore conscience, ils vivent sur leur vieux schéma. Bon, ça commence à être bouleversé un petit peu avec le Covid maintenant, où tout d'un coup, on a découvert qu'il y avait peut-être d'autres façons de vivre que le métro boulot dodo, quoi. Mais il, ça reste à inventer. Ça reste à inventer. Je vois la plupart des organisations écologiques, des mouvements écologistes, etc. Ils sont très souvent dans l'accusation, dans la défensive, dans l'attaque d'objectifs, mais il n'y a pas de construction d'un nouveau récit. D'accord. Tu vois, par exemple, le récit, le plus gros récit, le plus rodé qui existe depuis maintenant 50 ans, c'est l'ultralibéralisme, la mondialisation,
qui nous a été matraqué, qui commence à se fissurer maintenant. Les gens commencent à avoir des doutes, hein, à se dire que le capitalisme à outrance, comme on le connaît, bah, finalement, ça ne génère peut-être pas une si belle société que ça. Mais il leur faut autre chose, il leur faut un autre modèle. Oh. Alors, je ne prétends pas, moi, que je ne veux pas construire un modèle, je ne veux pas être prophète, je ne veux pas dire, voilà, c'est comme ça que ça va être. Non, je vais imaginer des choses, des évolutions possibles. Ça va être l'objet de mon prochain bouquin, Et tu vas d'ailleurs. apprendre à écrire des histoires, en fait. Hein? Est-ce que tu n'as pas l'impression que écrire une histoire qui donne envie, une histoire alternative, une histoire qu'on pourrait tous ensemble faire, c'est aussi compliqué que d'essayer de faire l'union de la gauche maintenant en essayant d'écrire un programme commun? C'est devenu un ensemble de tiraillements tels que, enfin, que ça paraît presque impossible, presque hors de portée. Et justement, ça demande des auteurs peut-être comme toi pour donner confiance, pour donner envie. Pas seulement donner envie, mais donner confiance. Donner envie, je crois qu'on sait le faire. C'est notre travail d'écrivain. Mais donner confiance, se dire, dans le fond, ça peut peut-être marcher. Ça, je dirais que c'est le Tu défi. sais ce que mon projet, là, je vais te l'avouer, tu vois, en plus, j'en fais pas un secret, c'est de raconter la vie à la première personne d'un gamin qui a 15 ans maintenant, jusqu'à ses 75 ans, en 2080. Voilà, le récit d'une vie. Et ce sera forcément hyper réaliste parce que les mômes qui ont 15 ans maintenant, bah, ils se demandent dans quel monde ils vont vivre, tu vois, d'ici 15 ans, 20 ans, 30 ans, s'ils y arrivent, s'ils vont survivre, qu'est-ce qu'on va leur laisser. Alors, encore une fois, je ne prétends pas donner une direction ni dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Je veux juste imaginer un futur possible, à partir duquel, après, tout le monde peut piocher ce qu'il veut dedans ou pas, hein, il trouver ses petits ou pas. Euh, voilà, je pense que l'histoire du futur devient urgente à présent, quoi. On a urgemment besoin de savoir où on va et que bah voilà, qu'il y a quelque chose au-delà du mur, quoi. Il faut arriver à voir au-delà du mur dans lequel on se précipite, quoi. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Ah ben écoute, merci Jean-Marc. Tu nous proposes une histoire du futur, nous la lirons et je peux te dire que peut-être qu'avec ça, on arrivera à construire quelque chose tous ensemble qui nous plaira un peu mieux que ce qu'on vit maintenant. Merci d'avoir été Je avec n'en doute pas. Merci. nous et j'espère à une prochaine fois et j'espère en vraie vie qu'on puisse se refaire un poutou, ce qui manque depuis très longtemps. Et comment? Et comment? À bientôt, Jean-Claude. Au revoir. Salut. Salut.